Donc, désolée pour ma voix, je suis, comme Marie-Hélène disait, elle a décidé de s'en aller ce matin, ma voix, donc je suis désolée pour ça. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, en fait, je trouvais ça important qu'on puisse faire un peu un retour sur la base. Qu'est-ce qu'on a dans notre contrat d'assurance? Parce que il y a plusieurs protections, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Qu'est-ce qu'on vient couvrir? Puis en tant que gestionnaire ou personne prenante d'un OBNL, à quoi je dois faire attention? Donc, je vais vous partager mon écran. Puis, n'hésitez pas à m'arrêter n'importe quand pour des questions. Ça va me faire reposer la gorge en même temps. Donc, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je partage à l'instant mon écran. Donc, l'ABC des assurances. Je me présente, Claudie Latraverse, je suis directrice principale pour les partenariats avec les groupes et associations chez Lucie. Ça fait maintenant 19 ans que je fais de l'assurance, donc je devrais être en mesure de répondre à vos interrogations au courant de cette formation-là. Je pense que ça devrait faire un bon tour d'horizon sur un contrat de base d'assurance. Donc, il y a plusieurs sections en assurance que vous voyez à vos contrats. C'est un texte qui est c'est un libellé d'assurance, c'est un texte, un contrat qui est lourd à lire, puis qu'on n'a pas le goût et on n'a pas le temps nécessairement non plus. Donc, c'est un peu important de comprendre qu'est-ce qu'il compose. Puis, dans chaque garantie-là, qu'est-ce que ça vient dire. Donc, la première section, c'est l'assurance des biens. Dans cette section-là, qu'est-ce qu'on vient protéger? Bien, on va venir protéger les biens meubles et les biens immeubles qui appartiennent à votre organisme. Donc, la carcasse qu'on appelle vraiment le bâtiment, tout ce qui se retrouve à l'intérieur du bâtiment également, les ordinateurs, les mobiliers de bureau, vraiment tout ça qu'on vient couvrir là-dedans. Il y a des petites choses qui sont importantes aussi à préciser. Ce qui est à préciser, c'est que vous avez deux types de couverture. Vous avez la couverture tout risque, puis vous avez une couverture risque désigné. C'est important d'en faire la différence. Dans le tout risque, ce qui est couvert, c'est tout risque sauve. Donc, dans votre contrat d'assurance, pour bien comprendre ce qui fait partie intégrante de cette section-là, c'est d'aller lire les exclusions. Dans le fond, on va venir couvrir notamment là-dedans les garanties comme le feu, la foudre, le vent. Ça, c'est les principales causes qui viennent qui peuvent vous arriver et qui peuvent causer des dommages à vos biens meubles et immeubles. On a aussi, si vous le demandez parce que ça ne vient pas automatiquement, c'est dans cette section-là aussi que vous avez le tremblement de terre, le refoulement des égouts, l'inondation, la fumée, l'infiltration d'eau, ainsi que tout autre sinistre qui pourrait endommager vos biens. C'est une garantie qui est assez commune, comme je vous disais, mais par contre, c'est à vous que revient la tâche d'évaluer votre bien. OK? Ça, c'est pas facile. Souvent, on ne sait jamais comment je dois mettre comme montant d'assurance sur mon bâtiment, comment je dois mettre pour mes biens. Je ne sais pas comment ça vaut mes ordinateurs, comment ça vaut mon mobilier, tout ça. Ce qu'on suggère, un courtier d'assurance ne peut jamais vous donner un montant. S'il y en a un qui le fait, sauvez-vous, c'est pas dans leur tâche. Donc, c'est vraiment, on vous recommande fortement de faire appel avec un évaluateur agréé là, qui est capable de faire une évaluation de coût de reconstruction. Parce que le prix que vous payez, exemple, j'achète un immeuble demain matin, il coûte 250 000 sur le marché, c'est pas le même coût que s'il brûle demain matin et qu'il est rasé, ça vous coûtera pas 250 000 à assurer. À reconstruire, pardon. Il faut vraiment faire attention, il faut vraiment faire la distinction là-dedans, dans le sens où quand on parle d'un coût de reconstruction, de valeur assurable, c'est ce que ça va recoûter pour vous mettre dans le même état. Là-dedans, il y a la construction, bien entendu, mais il y a aussi tous les frais d'architecte, tous les frais de spécialistes qui doivent rentrer en ligne de compte, les frais de déblai. Les frais de déblai, c'est
la bâtisse est démolie parce qu'il y a eu un incendie, par exemple, ben, ce qui reste, les débris qui vont rester suite à un sinistre, ça coûte des sous les enlever. Donc, dans le coût de la valeur assurable, c'est calculé là-dedans. Donc, c'est important de s'y attarder parce que ça a une incidence pour pas que vous subissiez une perte. Puis, ce qui est important, on va en reparler un petit peu plus tard, mais quand vous êtes gestionnaire, vous prenez la décision d'assurer un immeuble et qu'il y a de la sous-assurance, par exemple, quand vous pourriez être tenu responsable que vous n'avez pas mis le bon montant ou que vous n'avez pas fait les recherches nécessaires pour bien assurer votre immeuble. Donc, c'est super important de faire attention à ça. Ensuite, il y a plusieurs options qu'on peut ajouter aussi à l'assurance des biens. Donc, notamment dans cette section-là, on retrouve l'assurance contre le vol et le détournement. Donc, vous avez des employés ou des bénévoles qui sont dans votre organisme. Eh bien, si, je ne sais pas, vous faites la vente d'un produit ou que les gens ont accès à la caisse ou à peu importe, eh bien, ils peuvent voler l'argent. En fait, donc, c'est le vol d'argent contre pas contre, mais par un employé. Il peut aussi y avoir l'assurance contre le détournement, pas le détournement, pardon, la perte de revenus. Donc, si vous ne pouvez pas opérer votre organisme suite à un sinistre couvert, donc notamment il y a eu un incendie, vous ne pouvez pas opérer parce que vous devez vous relocaliser, tout ça, il y a une indemnité qui peut être versée pour ça. Donc, ça aussi, c'est super important de prendre cette protection-là ou du moins de vous informer. Il y a aussi le bris d'équipement, qui est un autre garantie qui vient couvrir vos équipements électriques, donc notamment le panneau électrique. Là, on fait souvent ça, là, une surtension ou une sous-tension qui pourrait causer des dommages. Donc, c'est important aussi d'avoir une protection à ce niveau-là. Ce qui est important, en fait, c'est de vraiment exposer votre besoin à votre courtier ou à votre agent d'assurance qui, lui, va être en mesure de trouver les protections que vous avez besoin qui va correspondre à votre besoin réel en assurance. Une autre chose aussi qui est importante, on entend souvent parler de franchise. Donc, qu'est-ce que c'est la franchise? La franchise, c'est la somme qui est déduite du montant lors d'une réclamation. OK? Donc, exemple, on a une franchise de 2 500 $ pour votre bâtiment. Il arrive une perte. Donc, on va déduire, mais exemple, vous avez 200 000 $ de protection sur votre bien. Bien, on va réduire le 2 500. C'est comme la partie que vous êtes capable d'assumer comme perte financière suite à une réclamation. Donc, si c'est 200 000 puis qu'il y a une franchise de 2 500, bien, vous allez faire le 200 000 moins le 2 500. C'est certain que, petite astuce, quand on augmente la franchise, c'est-à-dire que vous augmentez votre risque à vous et vous diminuez le risque de l'assureur. Donc, souvent, il y a des économies à faire à ce niveau-là. Donc, quand vous êtes capable de supporter un peu, vous pouvez augmenter la franchise, puis ça va vous occasionner une réduction de primes dans la plupart des cas. Je vois, il y a du chat. OK, parfait. Je voulais savoir s'il y avait des questions. Donc, l'assurance des bâtiments en contenu, c'est le cœur d'une assurance. C'est vraiment ce que vous allez venir couvrir en dommages directs, donc vraiment en dommages matériels, les immeubles, comme je vous disais, c'est une partie prenante d'un contrat d'assurance. Il faut s'y attarder, bien entendu, parce que vous pourriez subir des pertes financières là, à ce niveau-là. Ensuite, on a l'assurance de la responsabilité civile. Donc, cette protection-là, c'est le cœur d'un contrat d'assurance, c'est primordial. C'est cette dernière couverture-là qui va venir couvrir vos activités en tant qu'organisme. Donc, elle va vous protéger si vous êtes tenu responsable d'un litige. L'assureur va vous payer une indemnité si vous êtes tenu responsable d'un dommage matériel, corporel, ou si vous êtes tenu de payer un dommage intérêt compensatoire. C'est quoi tout ça? Un dommage matériel, c'est toute destruction, détérioration, y compris la privation de jouissance d'un bien. Donc, ça veut dire que si
par votre faute ou si vous êtes reconnu responsable d'un dommage matériel que vous aurez pu causer, mais à ce moment-là, c'est la protection de responsabilité civile qui va rentrer en ligne de compte. Un dommage dommage corporel, c'est quoi? Mais le dommage corporel, c'est toute atteinte corporelle, maladie, infection ou incapacité, ou un dommage moral, maintenant, c'est inclus dans les contrats, dommage moral ou choc nerveux subi par une personne physique. Donc, encore une fois, en lien avec vos activités, en lien avec votre responsabilité civile d'organisme. Puis, les dommages intérêts compensatoires, ben, c'est ce qui est payable, en fait, à la suite d'un règlement pour une perte économique réelle. Donc, vous avez causé un litige, puis la personne qui a subi ce litige-là a subi une perte financière. Ben, à ce moment-là, c'est votre responsabilité civile qui va rentrer là-dedans. Il y a des petites choses importantes à savoir aussi en responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a 2 sections qui sont super importantes. C'est les frais médicaux. Donc, qu'est-ce que ça vient couvrir, les frais médicaux? C'est le parfait exemple de la personne qui chute sur les lieux de votre organisme parce que, par exemple, vous n'avez pas déneigé l'entrée ou les marches sont glacées ou donc, peu importe la raison, s'il y a quelqu'un qui se blesse sur les lieux qui vous appartiennent, que vous êtes responsable, c'est les frais médicaux qui vont venir payer ça. Donc, si vous avez une fréquence de va-et-vient dans vos organismes, c'est très important de s'assurer que vous avez un montant en frais médicaux dans votre section responsabilité civile, puis de vous assurer que ce montant-là est adéquat parce que ça peut aller très vite. Quelqu'un, par exemple, qui se brise une hanche puis qui est dans l'incapacité de travailler parce qu'il a fait une chute sur les lieux pour lesquels vous êtes responsable, ça va coûter cher au bout de la ligne. Donc, c'est très important de faire attention à ce niveau-là. Aussi, l'autre chose qui arrive souvent et qu'on ne pense pas, ça s'appelle la responsabilité locative. Qu'est-ce que ça vient faire, cette protection-là? Ça vient vous protéger si vous êtes locataire d'un lieu, parce que parfois, vous n'êtes pas propriétaire du bâtiment, vous louez un lieu, mais à ce moment-là, c'est essentiel d'avoir cette garantie-là puis de s'assurer que le montant est adéquat. Ça va venir vous garantir d'une indemnité si vous causez un dommage matériel aux lieux qui vous sont prêtés, qui vous sont loués, s'il y a un sinistre qui arrive. Par exemple, vous faites modifier l'endroit où vous opérez, où vous faites vos activités parce que vous avez besoin des salles ou quoi que ce soit, puis que ça vient endommager les murs, que ça vient endommager le bâtiment, que ça va causer un dommage et que ça se peut que le locataire vous demande de payer pour les frais que ça pourrait occasionner à lui. Fait que dans le fond, tout ce qui est autre que vos biens meubles, tout ce qui est autre que les tables, les ordinateurs, tout ce qui est au mur, au plafond, aux structures, vous pouvez être tenu responsable de payer ça. Donc, c'est super important de vous assurer que vous avez un bon montant d'assurance en responsabilité locative si vous êtes locataire d'un lieu. Je vais prendre une gorgée d'eau. D'accord. Donc, puis, en responsabilité, c'est super important quand vous parlez avec votre courtier d'assurance ou votre agent de bien expliquer toutes les activités que vous faites, tout ce qui est dans le cadre de votre organisme pour qu'il puisse bien comprendre et bien saisir la protection que vous allez avoir besoin, puis pour bien décrire vos activités aussi à l'assureur pour être sûr qu'il n'y a pas de manque, puis qu'il n'y a pas de gap là, dans vos protections. C'est super important. Je suis sûre que j'ai rien oublié en responsabilité. Parfait. Un autre garantie qui est vraiment primordial pour les dirigeants d'un OBNL, c'est l'assurance administrateur et dirigeant. On va passer beaucoup de temps sur cette garantie-là parce que c'est souvent méconnu. C'est souvent méconnu. On veut pas trop payer cher non plus d'assurance, fait qu'on veut pas trop non plus avoir de protections qui peuvent peut-être pas nous servir, mais celle-là, c'est la clé. Lorsque vous êtes un administrateur ou un dirigeant dans un OBNL, vous avez le mandat de voir au bon fonctionnement de l'organisme, puis d'effectuer l'administration générale de ce même organisme-là. Donc,
Cette protection-là, assurance administrateur et dirigeant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va venir couvrir les actes que vous faites en lien avec votre rôle d'administrateur et de dirigeant. Ça peut sembler superflu, mais quand on y pense un peu, c'est la protection que tout organisme devrait souscrire. Elle vient garantir aux administrateurs et dirigeants contre les poursuites en lien avec les pratiques et les décisions prises par ces dirigeants. Donc, habituellement, dans un OBNL, vous avez un CA. Donc, ça va venir couvrir les décisions que vous prenez. Notamment, là, si je vous donne des exemples, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? C'est vous avez pris une décision, vous avez fait un congédiement, puis la personne qui s'est fait congédier n'est pas d'accord avec ça, elle peut vous poursuivre. Vous faites des déductions à la source pour remettre au gouvernement, il y a une erreur ou vous avez tardé à envoyer ces documents-là, c'est couvert là-dedans. Un employé qui dit qu'il trouve que son environnement n'est pas sécuritaire parce que pour X raison, il peut vous poursuivre pour ça. Donc, à chaque fois que vous prenez une décision ou que vous faites un acte, vous pouvez être tenu responsable et c'est la protection assurance de l'administrateur et des gens qui va venir vous couvrir. Il faut aussi comprendre que quand on a le rôle d'administrer ou d'être dirigeant d'un conseil d'administration, d'un OBNL, de faire partie d'un conseil d'administration, vous pouvez être tenu personnellement responsable du litige. Donc, ça peut ce que ça peut faire, c'est qu'ils peuvent aller au-delà de l'organisme et vous poursuivre personnellement. Donc, vous pouvez être tenu responsable, vous pourriez perdre vos avoirs, vos actifs parce que vous recevez une poursuite en cas d'assurance administrateur et dirigeant. On voit beaucoup de choses là-dedans. On voit énormément de réclamations depuis quelques années qui sont assujetties à cette protection-là parce que les gens maintenant ont le réflexe de poursuivre un peu tout le monde. On voit des choses exponentielles. Donc, dans la pratique d'emploi, dans toute décision pour votre organisme, même si vous dites, ben moi, je pense que pour l'organisme, de prendre cette direction-là, ça serait une bonne décision et que les membres se disent ah non, c'est vraiment pas une bonne décision, ça me cause un tort à moi, bien, ils pourraient vous poursuivre. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important là, de s'attarder à cette protection-là pour vous assurer personnellement d'avoir une assurance. Dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous transférez votre risque financier à un assureur, puis vous pouvez dormir les oreilles tranquilles. Donc, c'est vraiment une protection à laquelle vous devez songer, que vous devriez mettre un astérix à côté pour que vous puissiez vraiment être bien protégé en cas d'incident. Ensuite, on a d'autres assurances qui existent. Il y a aussi la responsabilité erreur-émission. Elle ne fait pas partie du PowerPoint, mais je vais vous en parler quand même. Ça cause, ça vient vous couvrir si vous êtes tenu responsable d'avoir causé un dommage à un tiers du fait de toute faute, erreur, omission ou négligence dans le cadre de vos services. Donc, cette garantie-là aussi est importante, tout dépendant de vos activités, de voir si vous pouvez causer dans le fond, une faute ou une erreur ou omission. Oui, il y a une question. Madame Hannigan? Oui, j'ai peut-être deux questions. Ma première question, c'est sur l'assurance des administrateurs et des dirigeants. Oui. Est-ce que pour un OBNL qui serait comme en dormance, là, qui n'a pas d'activité, est-ce que c'est quand même pertinent d'avoir une assurance? Administrateur et dirigeant? Oui. Ben, je vais répondre, il y a deux volets à votre question. Ce que je vous dirais, c'est que si par exemple, vous avez un OBNL, vous êtes comme vous dites, vous êtes peut-être en dormance, il n'y a pas grand-chose qui se passe pour le moment. Moi, ce que je vous conseille, assurance responsabilité civile régulière, c'est très important parce que vous avez une institution, une entité qui est créée au REQ. Donc, à ce moment-là, c'est toujours très important d'avoir au moins cette protection-là, du minimum, qui va venir quand même couvrir qui va venir couvrir un peu votre entité, peu importe ce qui se passe. Pour l'administrateur et dirigeant, c'est certain que si il n'y a pas de décision prise, bon, c'est tel que tel, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Sauf que si vous avez des bénévoles, si vous avez des employés, si vous avez le CA est quand même constitué
à ce moment-là, oui, je vous recommanderais d'avoir une assurance des administrateurs et dirigeants. OK, bon, je vais continuer. Donc, responsabilité, erreur, omission, comme je vous disais, c'est si vous faites une faute, une erreur, une omission ou une négligence. Et dans les cas de responsabilité, là, peu importe que ce soit la civile générale, administrateur et dirigeant ou erreur et omission, il faut que vous gardiez en tête que le principe, vous devez être tenu responsable. Donc, pour qu'il y ait des indemnités qui se payent, il faut prouver que vous êtes en cause, que l'organisme est en cause. Donc, c'est toujours un prérequis là, pour avoir une indemnité dans cette section-là. Alors qu'en assurance des biens, ben, c'est le sinistre lui-même qui va faire preuve, là, qui va faire foi de l'indemnité qui va être versée. Le cyber-risque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé sa main? Madame Tapé? Oui, excusez-moi, j'ai pas bien compris. C'est une assurance responsabilité, erreur et omission. Cette partie, j'ai pas. OK. Oui, je vais répéter. Donc, en fait, la responsabilité, erreur et omission, c'est un autre type de responsabilité qu'on peut faire ajouter à nos contrats. Et celle-ci vient vous couvrir si vous causez un dommage à un tiers pour toute faute, erreur, omission ou négligence dans le cadre de vos services professionnels ou de vos activités qu'un tiers pourrait subir. Oui, Julia? Oui, en fait, c'est ça. On dirait que c'est pas clair pour moi la différence entre la responsabilité civile puis erreur et omission. On dirait que, tu sais, si je cause préjudice à quelqu'un dans le cadre de mes fonctions, la responsabilité civile, est-ce que ça peut fonctionner ou ça prend à tout prix erreur ou omission? En fait, c'est une très bonne question. C'est vraiment ça qu'on a souvent de la difficulté à démystifier les types de responsabilités. En fait, la responsabilité civile générale, elle va venir couvrir les activités que vous faites dans le cadre de votre OBNL. Bon, par exemple, je ne sais pas quel cas je pourrais donner, là, mais vous êtes... je vais prendre autre qu'un OBNL là, parce que c'est le premier qui me vient en tête. Vous êtes un CPE, OK? Vous êtes un centre d'appui enfance. Puis, donc, vous avez votre activité, c'est faire de la garde d'enfants. Donc, s'il y a quelqu'un qui subit un dommage corporel, un dommage matériel ou un dommage d'intérêt compensatoire, donc, ce que ça veut dire, c'est que les actes, pas les actes, les activités que vous faites causent, c'est pas un bon exemple, le CPE, parce que avec les enfants, c'est un peu plus compliqué que ça, là, mais en fait, si votre entité est responsable d'une perte financière à un tiers, que ce soit d'un dommage matériel, comme je vous ai dit tantôt, la personne qui chute dans les escaliers, ça serait le dommage corporel. Un dommage matériel, par vos activités, vous créez un dommage un dommage matériel, par exemple, vous brisez. Je vais prendre, c'est le meilleur exemple, vous savez, vos déneigeurs. Okay? Vos déneigeurs qui font chez vous déneiger les entrées, bien, lui, il peut causer un dommage matériel, exemple, à votre boîte aux lettres, à votre maison, à votre garage. Donc, ça, c'est la responsabilité civile qui va venir payer. La responsabilité erreur et omission, c'est si, par exemple, moi, je suis préposée aux bénéficiaires, je travaille dans un centre et je négligence, je ne donne pas le médicament à la personne, au patient. Ça, c'est une faute professionnelle. Donc, j'ai manqué à mon devoir qui est relié à ma profession. Donc, à ce moment-là, j'ai un manque, j'ai une négligence, j'ai fait une erreur. Dans le fond, où j'ai omis de donner le médicament. Même chose, si je suis infirmière et je ne donne pas le bon médicament à un patient, bien, c'est une omission. C'est une erreur. Donc, j'ai vraiment, dans le cadre de mes fonctions, j'ai fait une tâche qui était pas correcte. Quand vous êtes un professionnel, que vous donnez, comme par exemple, moi, je suis courtière d'assurance, je suis professionnelle, je vous donne un conseil dans le corridor parce que vous me posez une question, puis je ne réponds pas correctement. C'est de l'erreur et omission. Je peux être poursuivie parce que je vous donne un conseil qui est erroné ou qui vous a causé un préjudice parce que ce n'était pas le bon conseil. Donc, c'est vraiment l'erreur et omission, c'est vraiment à ce niveau-là de la différence. Il faut que
en tant que professionnel, je puisse je vous induis en erreur, puis je ne vous donne pas le bon conseil. Fait que la responsabilité civile, ça couvre vraiment l'entité, puis l'erreur et omission, ça vient vraiment couvrir les actes que vous causez. Donc, il y a une petite nuance. Cependant, en assurance responsabilité, comme je vous dis, la ligne est très mince, donc des fois, c'est pas simple pour un assureur de venir voir dans quelle garantie ça va se donner. Mais c'est pour ça qu'en OBNL, j'ai pas mis l'erreur et omission, mais je trouvais ça important de vous en parler parce que souvent, dans certains cas, tout dépendant de vos activités, ça ne s'applique pas. Mais quand même, je trouvais ça important parce que pour certains, peut-être que ça va allumer une petite cloche. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que vous avez compris la nuance entre les deux? Oui, j'ai bien compris, mais par contre, dans responsabilité de dirigeant, erreur ou omission est incluse. Ça se peut-tu? Ça dépend. C'est deux garanties complètement différentes. Okay. C'est deux garanties complètement différentes, mais oui, il y a des assureurs qui vous offrent une garantie que les deux sont combinés. Okay. Donc, il faut juste faire attention pour s'assurer que vous avez la protection. Puis même, j'irai un petit peu plus loin dans l'administrateur et dirigeant. Prenez-vous une note de vérifier si la pratique d'emploi est incluse. Parce que ce n'est pas tout le temps le cas, puis principalement, c'est une des garanties qui est la plus importante dans cette section-là. Donc, parce que dans certains cas, là, elle est limitée ou elle n'est pas couverte. Puis, fait qu'ils vont juste venir couvrir les actes. Exemple, si vous avez pris une mauvaise décision, suite à exemple, comme je vous disais tantôt, si vous décidez votre organisme, vous voulez prendre une décision pour votre organisme, puis que les membres ne sont pas contents, ils peuvent être couverts, mais la pratique d'emploi qui est le congédiement injustifié, le harcèlement, si vous n'avez pas cette protection-là, ce n'est pas couvert. Donc, faites attention de bien vous assurer que vous avez cette protection-là dans votre contrat. Parfait, merci. Oui, Mme Collin. Je m'excuse, je reviendrai à l'assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants. Quand vous avez dit que ça protège contre les poursuites qui pourraient être faites, par exemple, dans le cadre d'un congédiement, est-ce que je comprends que ça va protéger même les administrateurs contre les éléments qui habituellement peuvent être de nature personnelle, c'est-à-dire, par exemple, si les DAS ne sont pas payés, les déclarations à la source ne sont pas payées, par en fait, que là, les administrateurs, du moins, ne se sont pas assurés que ces paiements-là ont bien été faits au gouvernement. Est-ce que ça veut dire que la responsabilité des administrateurs va jusque-là? C'est-à-dire que la personnalité individuelle des administrateurs ne serait donc pas mis en cause, finalement? Bien, en fait, oui, ce que ça va faire, c'est que ça va venir payer les frais qui vont vous être chargés ou qui vont résulter de la poursuite. Donc, c'est sûr que quand vous êtes sur un conseil d'administration, vous n'êtes pas garant des autres administrateurs, dans le sens où vous savez ce que vous faites, pardon. Donc, cette protection-là vient vous couvrir, vient vous dire, bien moi, en ayant cette protection-là, je m'assure que les gestes que les autres administrateurs vont faire ou ne pas faire, qui vont venir à une poursuite, mais ça vient vous protéger contre ça, en fait. OK, parce que ce que je comprenais de ça, c'est que peu importe, dans le fond, le gouvernement peut venir finalement réquisitionner le montant qui n'a pas été payé à n'importe quel administrateur sans s'intéresser à qui a pris ou qui n'a pas pris la décision, parce que c'est le conseil d'administration qui est solidairement responsable de ça, dans le fond, non? Ouais, OK, je comprends le sens de votre question. Vous dites, est-ce qu'ils vont venir dire, bon, mais c'est ça, cet administrateur-là qui est responsable, donc est-ce qu'ils vont venir dans ses poches, si on veut, c'est un peu ça, je pense, le sens de votre question. Oui. OK, bien, en fait, oui, quand vous avez cette protection-là, ils vont venir indemniser le conseil d'administration. Donc, effectivement, vous ne serez pas tenu personnellement responsable, mais là, c'est sûr qu'il peut y avoir aussi certaines particularités dans le sens où, dans les poursuites, s'il y a des jugements qui se donnent pour différentes raisons, là, puis que ce serait de la fraude ou quoi que ce soit, ils vont venir couvrir le conseil d'administration. Est-ce que ça va venir, est-ce que ça vient dire que la personne ne pourra pas avoir de poursuite elle-même? Là, ça dépend des jugements. Là. Mais comme je vous dis, ce que ça va faire, c'est que votre organisme va vraiment être, lui, assuré qu'il n'y aura pas de trou d'argent, puis il n'y aura pas de trou d'assurance, puis vous allez être indemnisé. OK. Merci.
Mais écoutez, ce que je vais faire, parce qu'il y a une notion dans ce que vous me demandez qui me soulève une question. Je n'ai pas la réponse à ce moment-ci précise. Ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre en note, puis je vais l'envoyer à Marie-Hélène, puis elle pourra peut-être la mettre à un endroit là, pour que vous l'envoyez, pour que vous puissiez avoir la réponse claire. C'est parce que là, je vous la donne en général, mais je comprends que c'est une question vraiment spécifique. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre en note, puis je vais pouvoir vous revenir avec la réponse la plus précise. D'accord, merci. Parfait. Prochaine protection, puis gênez-vous pas si vous avez d'autres précisions que vous voulez pour la responsabilité, parce que c'est vraiment un gros morceau, puis c'est pas clair tout le temps, puis on essaye de l'expliquer le mieux possible, mais des fois, on est là-dedans tous les jours, fait qu'on l'explique, mais c'est peut-être plus difficile, donc gênez-vous pas. L'autre protection que je vais vous parler, c'est l'assurance cyber. OK, l'assurance cyber, ça, c'est toute une patente parce que, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi 25 qui a été adoptée dernièrement. Ça dit que toute entreprise doit avoir un peu une façon de faire pour pouvoir ils ont une obligation de signaler les attaques qui peuvent survenir. Donc, vous avez maintenant des choses de base que vous devez faire pour le cyber. Cette protection-là, c'est pas quand vous allez avoir non, c'est pas si je vais avoir une attaque cyber, c'est quand vous allez en avoir une parce que c'est vraiment, vraiment répandu. On en voit régulièrement. On pense à Desjardins, on pense à plein d'autres qui en ont subi. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient vous couvrir pour les frais qui sont liés à une attaque que vous pouvez subir. Donc, dès qu'on utilise Internet dans le cadre de nos activités, vous devenez une cible pour les pirates informatiques. Donc, il faut vraiment en être conscient parce que c'est vraiment pas facile parce que vous êtes tenu d'aviser tous les membres, toutes les personnes qui sont en lien avec votre OBNL qui auraient pu avoir des données compromises. Quand vous utilisez, comme je vous disais, quand vous utilisez Internet, ça vient aussi avec les données personnelles, tout que vous avez un nom, une adresse, un numéro de téléphone d'un membre, vous pouvez les pirates informatiques peuvent aller dans vos systèmes et prendre ces banques de données-là, vous demander des rançons, utiliser les données pour aller dans le dark web. Donc, c'est vraiment un fléau. C'est un fléau, je le dis parce qu'il y en a beaucoup. On a un département spécialisé, nous, dans le cyber, et ils sont surchargés parce que c'est vraiment rendu quelque chose de commun là, de subir ces attaques-là. Donc, pensez-y, si vous n'en avez pas, il y a plusieurs produits qui existent. Il y en a que c'est juste les frais si on subit une attaque. Il y en a qui peuvent aussi inclure une rançon. Il y en a aussi que c'est les frais pour l'information parce que vous devez absolument informer, comme je vous disais, vos membres. Il y a des coûts reliés à ça. Donc, ça va venir payer les frais d'une cyberattaque. Puis, comme je vous dis, il y a plusieurs produits, c'est important, là, selon vos activités, surtout s'il y a du commerce en ligne, là, de l'achat, exemple, d'objets promotionnels ou d'objets que vous pouvez vendre. Super important, surtout que vous avez un portail. C'est vraiment la protection aussi à réfléchir, là, qui n'est pas commune, qu'on n'a pas nécessairement dans nos contrats. Si ça fait longtemps que vous êtes assuré, que vous n'avez pas fait de magasinage ou que vous n'avez pas révisé votre contrat d'assurance, l'assurance cyber, c'est vraiment, vraiment une protection à réfléchir, à apprendre, à informer. Informez-vous, demandez à votre courtier ou à votre agent pour avoir cette protection-là. Il y a plusieurs autres types de protections qui existent dans le domaine de l'assurance. Écoutez, il y a plein de petits produits qui pourraient être important que vous ayez. Ce qui est important, c'est, comme je vous l'ai dit depuis le début, informez-vous sur les protections que vous avez. Informez votre courtier des activités que vous faites pour qu'il puisse vraiment cibler les besoins que vous avez, qui peuvent vraiment adapter votre contrat d'assurance. Ce n'est pas un contrat qui est bon pour tout le monde.
organisme a besoin de protection différente ou de protection adaptée à son besoin, parce que c'est le même principe aussi que vous pouvez avoir des protections que vous n'avez pas besoin, ça vous payez pour rien. Fait que c'est vraiment important d'avoir une bonne discussion avec la personne qui s'occupe de vos assurances pour vous assurer que ce que vous avez correspond vraiment aux risques auxquels vous êtes assujetti. Donc, il ne faut pas mettre en péril votre organisme. Une assurance, je sais que c'est pas c'est un mal nécessaire que je dirais, en fait. C'est une dépense qu'on a à nos états financiers qui est souvent lourde puis qui est souvent un peu plus complexe. On le sait, tout ça, mais c'est un mal nécessaire. Ce que vous faites en vous prenant une assurance, c'est que vous venez vous assurer que votre organisme, que les activités que vous faites, vous transférez le risque à un assureur au lieu de le prendre sur vos épaules. Parce que si vous n'avez pas d'assurance de biens de responsabilité et de toutes les autres assurances dont on a parlé aujourd'hui, c'est vous qui avez ça. Si votre immeuble passe au feu et que vous ne pouvez pas le reconstruire, vous avez ça sur les épaules. Si vous avez quelqu'un qui vous poursuit et que vous avez des frais juridiques à payer, c'est sur vos épaules. Donc, vous transférez le risque à un assureur entraînant les bonnes protections d'assurance. J'ai vu, est-ce qu'il y avait une autre main levée que j'ai pas... Oui, moi, Oui. par rapport à l'assurance cyber, j'ai une question. La loi 25 implique des sanctions pour des manquements. Je sais que Oui. peut-être on n'est pas arrivé encore à l'étape sanction, mais est-ce que l'assurance pourrait prendre en charge les sanctions en cas de manquement, par exemple, si tu n'as pas fait la politique de cyber et tout? Ça ne vient pas payer les sanctions, malheureusement, parce que vous devez vous conformer à cette loi-là. Cependant, ce que ça fait, c'est que en prenant une assurance, ben, il y a des critères minimums à respecter. Hein. Quand on prend une assurance cyber, vous avez notamment la double authentification. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte à vous conformer quand vous prenez cette assurance-là. Donc, ce que ça fait, c'est qu'en prenant ces méthodes-là, ces moyens-là, si on peut, ben, vous allez répondre minimalement là, aux exigences de la loi 25. Là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va. Parfait. Donc, aussi, je veux vous parler peut-être rapidement des qu'est-ce qu'on fait quand on subit une réclamation. Ce serait le dernier point auquel je voudrais vous parler. Quand on subit une réclamation, ce qui est le plus important, là, c'est on s'assure que tout le monde est en sécurité, que ce soit un incendie, que ce soit dans un dommage là, concret, là, un dommage matériel, on s'assure que tout le monde est en sécurité et on appelle les secours dans le cas échéant et on contacte toujours notre compagnie d'assurance. Même chose si vous recevez une mise en demeure, peu importe la nature que vous faites, contactez votre assureur. C'est vraiment important de le déclarer le plus rapidement possible pour que l'assureur puisse prendre en charge immédiatement le dossier. Dans le fond aussi, ce qui est important, on dit jamais « Ah ben oui, c'est de ma faute. Ah oui, mon Dieu, c'est moi qui est responsable. » Vous parlez à votre assureur et lui va prendre en charge les frais, les poursuites. Il va prendre en charge le dossier, puis il va régler avec la personne, le tiers qui vous réclame des biens. On a vu plein de cas d'horreur que les gens ont dit « Ah mon Dieu, c'est de ma faute qui a tombé dans l'escalier », même si c'est évident. Mais finalement, on s'est rendu compte que ça cause un préjudice à l'assureur. Il aurait peut-être pu trouver une solution ou il y a beaucoup de choses qui se passent dans un règlement. Là. Donc, parlez toujours à votre assureur avant d'admettre ou d'assumer quoi que ce soit. Aussi, ne démarrez pas des réparations tant que vous n'avez pas parlé à votre assureur, à moins que ce soit nécessaire et que ce soit dangereux pour la sécurité, là, mais parce que l'assureur va vous indiquer souvent des procédures à suivre. Donc, c'est très important là, de parler à son assureur. Puis comme je vous dis, des fois, on n'est pas sûr quand on reçoit une mise en demeure ou quand on pense qu'il y a quelqu'un qui va nous poursuivre. Parlez avec votre courtier ou avec votre agent qui va lui faire le pont entre vous et le tiers. Moi, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vais vous envoyer le document pour que vous puissiez l'avoir en référence.
s'il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous avez des questions que vous n'avez pas voulu poser aujourd'hui ou que vous voulez approfondir, gênez-vous pas. C'est peut-être pas moi la personne qui va vous répondre. Je suis courtier d'assurance, mais il y a certaines niches qui sont plus spécialisées. Je vais faire appel à mes collègues pour vous répondre le plus précisément possible. Je vous remercie d'avoir été patient et de ne pas avoir été trop irritante avec ma super voix. Oui, il y a une question, Mme Collins. Bien, si vous dites qu'il reste peut-être un petit peu de temps, j'aurais peut-être envie d'entendre d'autres exemples de ce que ça peut couvrir les assurances de responsabilité pour les administrateurs. Je ne sais pas si des exemples concrets. Oui, en fait, ce qu'on voit souvent, c'est vraiment les principales réclamations, c'est la pratique d'emploi. Un congédiement injustifié, exemple, ou même vous donnez une promotion à une personne, OK, dans votre organisme, il y a quelqu'un que vous nommez, je ne sais pas moi, responsable, chef d'équipe, ou peu importe, vous donnez une promotion à quelqu'un et qu'il y a un tiers que lui, il dit, bien, ça serait à moi que ça devrait venir, cette promotion-là, parce que X, Y, Z, vous pouvez avoir une poursuite pour ça. Quelqu'un qui dit, ben moi, dans mon milieu de travail, j'ai subi du harcèlement psychologique. Ben, à ce moment-là, ça peut être une poursuite d'administrateurs et dirigeants. Ensuite, vous décidez d'augmenter le membership pour votre organisme, puis les membres ne sont pas d'accord parce qu'ils disent que ça va causer, que ce n'est pas en lien avec la mission de l'organisme, ils peuvent vous poursuivre. Ils peuvent vous poursuivre pour à peu près n'importe quoi, je vous dirais. Là, vous voyez que ça peut aller très, très loin. Donc, ça peut faire partie de cette section-là spécifique d'administrateurs et dirigeants en pratique d'emploi. Donc, ça, c'est vraiment des exemples concrets qu'on voit régulièrement comme réclamation. Puis ça vient payer les frais, là, bien entendu, d'avocat et tout ça là, dans cette garantie-là. Donc, comme je vous dis, là, ça peut aller très loin, mais c'est les principales causes qu'on voit actuellement dans ce domaine-là. OK. Puis, dans le fond, si je comprends bien, c'est vraiment, dans le fond, l'assurance couvre la poursuite, donc les frais d'avocat, oui, mais ne va pas plus loin que ça, là. Bien, en fait, ça va venir, elle va venir vous indemniser pour tous les frais, effectivement, mais s'il y a une sanction, s'il y a une sanction, ça va venir, j'essaie de réfléchir parce que ça couvre contre les frais puis les pertes pécuniaires. Donc, ça devrait payer l'indemnisation. Oui, ça paye l'indemnisation aussi, là. En fait, ça ne paye pas juste les frais, ça va vraiment venir couvrir tout au complet, là. OK. Donc, si on est reconnu coupable, finalement. Effectivement. C'est exactement ça. Vous avez donné le bon mot. Si vous êtes reconnu coupable, c'est l'élément déclencheur, en fait, pour qu'il y ait une indemnité. Mais les frais, peu importe que vous soyez coupable ou pas, les frais juridiques, eux, vont être payés. OK. C'est la même chose en responsabilité civile. Là. Les frais d'avocat, l'assureur va vous défendre. L'assureur, sa première responsabilité, c'est de vous défendre. Okay. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Marie-Hélène, je ne sais pas si tu vois des questions dans le chat. Non, je suis en train de regarder. Je vois pas de main levée. J'avais un autre, c'est vrai, mais là, on en a parlé, là, comment dois-je rapporter une réclamation, mais je voulais vous parler des principes de base rapidement. Comme je vous ai expliqué, une assurance ça sert à se protéger contre les pertes qu'un organisme subirait. Qu'est-ce que vous avez besoin quand vous appelez votre courtier et que vous voulez une assurance? C'est super important de ne rien cacher et de vraiment parler en toute transparence avec votre courtier. On est tenu par la confidentialité de ce qu'on reçoit comme information. Et c'est vraiment important de tout déclarer à votre courtier ou à votre agent d'assurance. Vous devez aussi parler des chiffres d'affaires. On va avoir besoin de données
financière. Donc, c'est important d'avoir tout ça en main. On vous demande aussi plusieurs questions qui sont bien difficiles souvent à répondre sur la construction, les rénovations d'un bâtiment. On sait que c'est difficile pour vous d'aller tout le temps chercher ce type d'informations-là, mais ça permet de vous assurer à une juste prime quand on a les détails, notamment comme par exemple un bâtiment en bois va coûter beaucoup plus cher à assurer qu'un bâtiment en béton parce que le risque d'incendie est beaucoup plus important dans le bâtiment en bois qu'en béton. Les dommages vont être plus importants. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir quand on souscrit à une police d'assurance. Quand dois-je répartir la réclamation? On en a parlé. Puis comment c'est calculé une prime d'assurance? Mais en fait, c'est sur le risque. L'assureur, lui, ce qu'il regarde, c'est dans ce type d'organisme-là ou dans ce type de construction-là de bâtiment, c'est quoi quel est le pourcentage de réclamations qui arrivent? C'est quoi la fréquence? Et à ce moment-là, c'est là-dessus qu'ils vont établir la prime d'assurance. Donc, oui, vous êtes impacté sur toutes les catastrophes naturelles qui vont arriver parce que il y a des bâtiments qui ont subi une inondation, qui ont subi des feux, qui ont subi des catastrophes naturelles. Ça a un impact sur la prime d'assurance et aussi la sévérité. Les réclamations, ils vont aller voir dans votre historique. Est-ce que moi, on se rend compte que je ne fais pas de rénovation sur mon bâtiment et que j'ai plein de dommages, j'ai des dommages par l'eau, j'ai l'infiltration d'eau par les toits, le toit ou les fenêtres, parce que je ne fais pas de rénovation, mais ça va avoir un impact sur votre prime d'assurance. Donc, vous êtes impacté globalement sur la situation mondiale, si on veut, des sinistres qui survivent, mais vous avez aussi une incidence spécifique selon votre expérience à vous. Donc, c'est comme ça que c'est calculé une prime d'assurance là, dans notre domaine. Donc, il y a des actuaires qui calculent des ratios puis qui sont capables d'émettre des taux sur différentes sections de garantie. Notamment l'administrateur et dirigeant, comme je vous disais, il y a de plus en plus de réclamations, mais cette protection-là, c'est certain que la prime est associée avec le risque. Même chose pour le cyber, il y en a de plus en plus. Donc, la prime va en conséquence parce que l'assureur est presque sûr de payer une réclamation dans ce type d'assurance-là. Un courtier, en fait, je parle beaucoup de courtier et d'agent. Un courtier, c'est vraiment, on a le mandat de faire le tour de nos marchés, de faire le tour des assureurs pour trouver ce qui est le mieux pour vous. Donc, c'est important aussi de s'assurer que votre courtier connaît c'est quoi un OBNL. Justement, en administrateur et dirigeant, on voit qu'il y a une particularité vraiment précise pour les OBNL parce que c'est pas la même chose pour les autres types d'entités. Donc, assurez-vous que la personne à qui vous parlez comprend très bien le besoin puis vos spécificités d'organisme. Donc, un courtier, comme je vous dis, va faire une panoplie de recherches pour vous trouver le meilleur produit. Donc, pensez-y quand vous allez faire vos prochaines recherches. Donc, là, maintenant, c'est vraiment la fin. Je suis rendue à ma dernière diapositive. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que si vous avez des interrogations qui ont été précisées, si ce n'est pas le cas, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, à vos interrogations. Puis même si vous avez des doutes sur votre protection d'assurance, moi, je ne vous fais pas une vente, je vais vous conseiller. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Donc, gênez-vous pas, on est là pour ça. On est partenaire avec vous là-dedans. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.